Bonjour tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui de la lumière et on va aborder son aspect ondulatoire et son aspect particulaire. Donc on a déjà vu dans un chapitre précédent ce qu'était une onde, on en reparlera, et on va voir donc que la lumière s'inscrit dans les ondes mais aussi a un aspect particulier. Alors, ce qui permet de justifier cette contradiction a priori de la lumière provient d'expériences historiques au cours du XIXe siècle. On a notamment vu que la lumière était capable de subir le phénomène de diffraction dont vous entendrez parler l'année prochaine. Ce phénomène de diffraction, il est caractéristique des ondes, et en particulier des ondes mécaniques. Et donc, puisqu'on a observé ce phénomène de diffraction dans le cas de la lumière, on en a déduit qu'elle avait un caractère ondulatoire. Mais on a aussi observé un autre effet qui s'appelle l'effet photoélectrique, j'en reparlerai tout à l'heure, qui lui est en contradiction avec le caractère ondulatoire de la lumière et fait plutôt penser à un aspect particulier. Donc pendant quelques dizaines d'années, vers la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il y a deux théories qui semblaient un petit peu s'opposer, et puis finalement, il y a eu une unification de tout ça pour arriver à un modèle double, à la fois ondulatoire et à la fois particulière de la lumière, et donc on va aborder ces deux notions-là. Donc la lumière, une onde, vous savez peut-être que la lumière fait partie d'une grande famille qu'on appelle les ondes électromagnétiques, tout simplement parce que vous connaissez la définition d'une onde, hein, c'est une perturbation qui se propage. Eh bien, dans le cas des ondes électromagnétiques, c'est un champ électrique et un champ magnétique oscillant qui se propage, donc là dans la direction Z. En bleu, vous avez le champ électrique et en jaune, le champ magnétique qui oscille en passant par un maximum puis un minimum. Ces oscillations sont couplées, donc c'est un ensemble électromagnétique. Cette onde donc est électromagnétique, symbolisée par les lettres O, E, M, et attention, cette onde électromagnétique est différente d'une onde mécanique. On a vu qu'une onde mécanique, c'est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. Or, les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin obligatoirement d'un milieu matériel pour se propager. Autrement dit, elles sont capables de se propager dans le vide. Et d'ailleurs, elles se déplacent à une célérité que vous connaissez sans doute, qui est de 3 à 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors, je viens de dire que les ondes électromagnétiques étaient capables de se propager dans le vide. Ça ne veut pas dire qu'elles ne se propagent que dans le vide. Elles sont aussi capables de se propager dans des milieux matériels, transparents notamment, mais pas seulement. Mais contrairement donc aux ondes mécaniques, elles sont capables de se propager dans le vide. Alors, ce qui est caractéristique d'une onde électromagnétique, vous pouvez le voir à l'écran, c'est la distance qui sépare deux points dans le même état vibratoire. C'est la période spatiale qu'on appelle la longueur d'onde. Cette longueur d'onde est liée aussi à la fréquence. Et longueur d'onde et fréquence, donc la fréquence c'est le nombre de répétitions par seconde, longueur d'onde et fréquence sont associées par une formule qui est la suivante. Alors il y a une lettre que vous ne reconnaissez peut-être pas, c'est celle-ci, c'est la lettre nu, une lettre grecque, qui représente la fréquence dans le cas des ondes. Donc on n'utilise pas la lettre F pour la fréquence de la lumière, on utilise une lettre spécifique, nu. De la même manière, la célérité de la lumière se note avec la lettre C, alors que dans le cas d'une célérité d'onde plus classique, on utilise parfois la lettre V comme le même symbole que la vitesse. Donc pour la lumière, il y a des notations un petit peu spécifiques, mais il ne faut pas oublier que derrière, ce sont exactement les mêmes unités, donc la fréquence s'exprime en Hertz, et je vous rappelle que le Hertz, la fréquence étant l'inverse de la période, le Hertz, c'est l'inverse des secondes. La longueur d'onde, c'est une distance, donc elle s'exprime en mètres. Et donc cette célérité en mètres par seconde, si on la divise par des mètres, on obtient bien des secondes moins 1, donc une formule tout à fait homogène. Cette formule-là, donc on l'a vu dans le cas des ondes mécaniques, F égale V sur lambda par exemple, c'est exactement la même, mais avec des petites modifications de notation.
Donc, je vous ai parlé de la lumière. Quand on parle de la lumière, c'est sous-entendu un petit peu la lumière visible, et vous savez peut-être que la lumière visible n'est qu'une toute petite partie des ondes électromagnétiques dans l'intervalle 400 nanomètres, 800 nanomètres. On est en train de parler de longueur d'onde, donc cet intervalle-là, approximatif, correspond à la lumière visible. Mais bien évidemment, de chaque côté de cet intervalle, on a d'autres domaines d'ondes électromagnétiques, des moins dangereuses aux plus dangereuses. Alors on le verra tout à l'heure, hein, les ondes les plus dangereuses sont celles qui ont le plus d'énergie, et l'énergie est liée à la fréquence. Donc les fréquences les plus élevées se situent par là, et donc on y retrouve quel type de rayonnement? Eh bien le rayonnement gamma, correspondant à la radioactivité, mais aussi les rayons X et les UV. Ensuite donc la lumière visible, et de l'autre côté du spectre on va avoir des ondes qui sont moins dangereuses, et notamment les ondes utilisées pour la télécommunication, puisque les ondes électromagnétiques peuvent être le support de transmission de l'information. Donc voilà pour l'aspect ondulatoire de la lumière. On va maintenant parler de l'aspect particulaire, et pour mettre en évidence cet aspect particulaire, je vais rapidement vous parler de l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, c'est un effet qu'on a observé en envoyant une certaine lumière ultraviolette sur un métal. On a constaté que on était capable d'éjecter des électrons et de faire donc apparaître un courant électrique. Et en remplaçant cette lumière par une lumière visible, eh bien l'effet disparaissait. Même si on mettait une lumière avec une intensité plus forte, sur une durée plus longue, rien à faire, les électrons n'étaient pas éjectés, l'effet photoélectrique n'apparaissait pas. Donc, on peut dire que l'effet photoélectrique dépend de la longueur d'onde, ça marche avec les UV, ça ne marche pas avec la lumière visible, ce qui change c'est la longueur d'onde ou la fréquence, et en revanche cet effet ne dépend pas de l'intensité ou de la durée. Cet effet-là a longtemps mis en échec donc les partisans de la nature ondulatoire de la lumière, et puis au début du XXe siècle, avec les travaux de Max Planck et d'Albert Einstein, on est arrivé à une conception différente de la lumière, et notamment la lumière donc peut être considérée comme un flux de particules. Chacune de ces particules est porteuse d'une toute petite quantité d'énergie qu'on appelle un quantum d'énergie. Ces particules-là, quelques temps plus tard, on les nommera des photons. Ce terme-là, vous devez le connaître. Et donc, chacun des photons est porteur d'une petite quantité d'énergie. Et si individuellement, un photon a suffisamment d'énergie pour éjecter l'électron, eh bien l'électron part. Si vous modifiez la fréquence, si vous prenez une fréquence plus faible, le photon va avoir moins d'énergie, et cette énergie ne sera peut-être pas suffisante pour éjecter l'électron. Même s'il y a beaucoup de photons, il faut qu'il y en ait au moins un qui ait l'énergie suffisante. Donc, il y a un lien entre l'énergie de la particule du photon et la fréquence. Ce lien, c'est une proportionnalité. L'énergie du photon est donc proportionnelle à sa fréquence nue. Le coefficient de proportionnalité, c'est la constante H, constante de Planck. Donc l'énergie dans cette formule s'exprime en joules, comme toutes les énergies. La fréquence est en hertz, ou seconde moins 1, et donc la constante de Planck, c'est une constante dont on vous rappellera la valeur dans les exercices, elle n'est pas à retenir. Alors on va, grâce à ces théories que je viens de vous présenter, pouvoir expliquer une autre observation qui est assez étonnante, c'est l'allure des spectres atomiques. Alors un spectre atomique, on l'obtient tout simplement en excitant des atomes. Donc là vous avez un gaz qui est contenu dans cette ampoule, de l'hydrogène par exemple, et ce gaz, on va l'exciter grâce à une décharge électrique, on va lui donner de l'énergie. Ce gaz, donc en gagnant de l'énergie, va ensuite se restabiliser, va perdre cette énergie en la donnant sous forme de lumière. Et la lumière qui a été émise par ce gaz, on va la décomposer pour en obtenir le spectre. Et ce qu'on constate dans le cas des spectres atomiques, c'est qu'on obtient une lumière, un spectre discontinu, contrairement au spectre thermique du Soleil par exemple. Ce spectre discontinu fait apparaître un certain nombre de raies, on parle donc de spectre de raies.
Voilà l'exemple du spectre de l'hydrogène, donc avec quatre raies principales dans le domaine visible, et on peut se poser une première question: pourquoi si peu de lumière? Pourquoi il n'y a-t-il que ici quatre raies lumineuses qui sont visibles? Et après on verra pourquoi bleu, pourquoi rouge, on expliquera donc les couleurs, mais la première question: pourquoi n'y a-t-il que 4 raies lumineuses? Alors pour cela, on va utiliser des connaissances sur la structure de l'atome et la structure électronique située autour du noyau. Donc imaginons un atome avec le noyau au centre, et tout autour, là, sont dessinés les 3 premiers niveaux d'énergie correspondant aux 3 orbitales, aux 3 couches électroniques K, L et M. Spontanément, un électron va se mettre sur la couche la plus proche du noyau possible. Donc si on considère le premier électron, s'il n'y avait qu'un seul électron dans le cas de l'hydrogène par exemple, il se placerait sur la couche K, donc sur le niveau d'énergie N égale 1, l'énergie la plus faible qui soit. Sous une excitation, il est capable, cet électron, de monter sur le niveau 2, voire sur le niveau 3. Mais évidemment, cet électron ne va pas rester sur cet état instable, il va revenir sur l'état le plus bas en une ou 2 étapes, et en perdant cette énergie, il va émettre un photon, et le photon, eh bien, il a une énergie égale à h fois nu, la constante de Planck fois la fréquence. Cette représentation-là nous donne accès à un diagramme énergétique qui veut dire à peu près la même chose. Tout en bas de ce diagramme énergétique, donc l'énergie la plus basse qui soit, qui correspond à l'état le plus stable, on appelle ça l'état fondamental. Ensuite, on va rencontrer un certain nombre d'états de niveau d'énergie supérieur dits excités, et l'état excité ultime, c'est lorsque l'électron il a reçu tellement d'énergie qu'il n'est plus associé au noyau, et il va donc s'échapper de ce noyau. On a donc un atome qui perd un électron, donc un ion. On parlera d'état ionisé dans ce cas-là. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer si un électron gagne de l'énergie? Il monte sur un état plus excité. Ensuite, spontanément, il va redescendre sur un état plus stable, il va donc perdre de l'énergie. Cette énergie perdue est retrouvée sous forme de lumière, et le photon possède l'énergie qui est égale à la différence d'énergie entre ces deux niveaux qui sont ici. Donc, on en est à l'explication et à la réponse de la question posée. Pourquoi si peu de raies lumineuses? Eh bien tout simplement parce que le nombre de niveaux d'énergie possibles pour un électron est limité. Donc comme il y a un nombre limité de niveaux d'énergie, les transitions correspondantes d'électrons, le passage d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, sont elles aussi limitées, et chacun des photons qui est émis pour une transition correspond à une couleur. Comme il y a un nombre de transitions limité, il y aura un nombre de raies limité. Voilà la réponse toute simple à la question posée. Et donc le spectre est discontinu, on peut dire, car l'énergie de l'atome est quantifiée. Quantifiée, ça veut dire que certaines valeurs sont permises, d'autres ne le sont pas. Là, on le voit très bien au travers du diagramme. Donc maintenant, dernière question à laquelle on va répondre, c'est dans ce spectre de l'atome d'hydrogène, j'ai repéré l'une des raies lumineuses, la raie bleue qui est ici, et vous voyez que sa longueur d'onde caractéristique est de 485,85 nanomètres. Eh bien, à quelle transition énergétique correspond cette raie lumineuse, ce photon? Voici le diagramme énergétique qui correspond à l'atome d'hydrogène, avec l'état fondamental tout en bas, le plus stable, et les états excités qui sont ici, l'état ionisé qui est ici. Alors les énergies qui sont représentées sur ce diagramme ne sont pas en joules. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la formule E égale h fois nu avec une énergie en joules, mais on est en train de parler ici de particules microscopiques qui possèdent une énergie extrêmement faible, et parler en joules n'est pas l'unité la plus adaptée, la plus simple. Donc on convertit cette énergie dans une autre unité qui s'appelle l'électron-volt, et la conversion de joules en électron-volt, là aussi, se fait
grâce à une constante qui vous sera rappelée dans les exercices. Donc, autre chose à noter, c'est que l'état ionisé d'énergie la plus haute a une valeur de 0 électronvolts. Ça, c'est pour permettre d'avoir un niveau identique quel que soit l'atome. Parce que le niveau fondamental, là qui est à moins 13,6 électronvolts dans le cas de l'atome d'hydrogène, lui n'est pas le même d'un atome à l'autre. En revanche, le point commun, c'est la valeur maximale, c'est le 0, c'est l'état ionisé. Donc la question à laquelle on va répondre, c'est cette raie bleue là, à 485,85, à quelle transition énergétique correspond-elle? Donc ce qui est connu, c'est ça, 485,85, donc on va pouvoir calculer l'énergie du photon correspondant à cette raie. L'énergie du photon, c'est H fois nu, et nu, on l'a vu tout au début de la vidéo, c'est C sur lambda. Donc la constante H, la constante C sont connues. Je convertis bien sûr la longueur d'onde en nanomètres et j'obtiens une énergie très très faible, 4,09 10-19 joules. Et je convertis grâce à ça en électronvolts, ce qui me donne donc 2,56 électronvolts. Cela veut dire que le photon possède cette énergie-là, et le photon correspond à une transition d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur. Il faut donc regarder les valeurs qui sont ici, et voir, repérer, pour quelle transition on va avoir à peu près ou exactement 2,56 électronvolts. Et bien en l'occurrence, cette raie bleue correspond à une transition du niveau 4 vers le niveau 2. Si on fait E4 moins E2, eh bien on va obtenir moins 0,85, moins 3,39, ce qui fait 2,54 électronvolts. Et donc aux incertitudes liées à la détermination de lambda près, on peut considérer que cette raie lumineuse bleue correspond à la transition niveau 4 vers le niveau 2. Voilà un exemple qui illustre donc les spectres atomiques, et nous allons nous retrouver très bientôt pour un nouveau chapitre. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai aussi rapidement que possible. À bientôt.